Donc, je vais vous parler essentiellement de la question du dopage dans le sport, mais c'est pour moi un domaine de cette médecine d'augmentation. Et comme je parle en premier, je vous propose de faire une petite introduction sur ce qu'est le transhumanisme et aussi le mécanisme qui, selon moi, est à la base de cette augmentation. Donc, le transhumanisme est né dans les années 60 aux États-Unis et c'est devenu un mouvement académique dans les années 90 avec en particulier deux philosophes importants, Nick Bostrom et Julian Savulescu, qui enseignent tous les deux aujourd'hui à l'université d'Oxford, qui ont des chaires prestigieuses de philosophie et d'éthique appliquée. Et pour résumer la philosophie transhumaniste, c'est assez simple. Il y a un slogan qui est le slogan proposé par Bostrom et Savulescu, être en meilleure santé, vivre plus longtemps, et nous verrons que l'immortalité est le fantasme préféré des penseurs transhumanistes, être plus intelligent, et tout cela, bien sûr, dans l'esprit des transhumanistes pour être plus heureux. Alors, vivre en meilleure santé, très certainement grâce à la médecine contemporaine, aux biotechnologies. Être plus intelligent, il faudrait d'abord définir l'intelligence, mais transformer les fonctions cognitives, très certainement. Vivre plus longtemps, probablement aussi, puisque les travaux des biogérontologues, je ne parle pas ici des transhumanistes, mais de scientifiques sérieux qui travaillent dans le domaine de la biogérontologie, ils ont montré depuis quelques années que le vieillissement n'était pas quelque chose d'inéluctable, alors probablement, donc sans doute pas l'immortalité, mais vivre plus longtemps, probablement. Et évidemment, la dernière question, c'est est-ce que tout cela va nous rendre plus heureux? Donc, je laisse ça pour la discussion. Mais pour moi, le transhumanisme fait souvent peur. C'est un mot qui fait peur. Je ne suis moi-même pas du tout transhumaniste. Je n'ai pas de fantasme lié à l'augmentation de mon propre corps. Mais ce mouvement fait peur, surtout dans les pays francophones. Et on a vu qu'il y a un mouvement de résistance qui est né par rapport au transhumanisme, d'abord aux États-Unis au début des années 2000, notamment avec la production d'un premier rapport par le President's Council on Bioethics, qui est le comité de bioéthique aux États-Unis, qui a rédigé un rapport intitulé « Au-delà de la thérapie », qui porte sur la médecine d'augmentation, donc l'utilisation à des fins non thérapeutiques de la biomédecine pour améliorer les fonctions physiques et mentales de l'être humain. Alors ce rapport, qui date de 2003, est très bien fait, et les différents chapitres du rapport correspondent aux différents chapitres de cette augmentation de l'humain. Premier chapitre, Better Children, de meilleurs enfants, c'est toute la question de l'eugénisme, de la sélection et de la modification d'embryons au niveau du génome. Deuxième chapitre, c'est celui que le thème que je voudrais aborder cet après-midi, la question de l'amélioration des performances sportives. Troisième chapitre, Ageless Bodies, des corps sans âge, la question d'immortalité. Enfin, Happy Souls, des âmes heureuses, la question de l'augmentation des fonctions cognitives et l'amélioration des fonctions humorales. Voilà les 4 grands domaines de cette médecine d'augmentation. Il faudrait aussi ajouter, évidemment, la chirurgie et la médecine esthétique. Alors, quelques mots sur ce que je pense être le mécanisme fondamental de cette augmentation. Et c'est important parce que pour moi, ce n'est pas le transhumanisme qui est à la cause de cette augmentation de l'humain. Le transhumanisme n'est éventuellement qu'un catalyseur de cette transformation en profondeur du corps humain qui, à mon avis, est en cours. Mais le mécanisme fondamental, c'est simplement l'activité scientifique ordinaire. Alors, depuis Hippocrate, les médecins, l'objectif des médecins, le rêve des médecins, c'est de pouvoir guérir les malades, de pouvoir atténuer leurs souffrances. Et ça reste l'objectif, je pense, premier des médecins. D'ailleurs, quand on leur parle d'augmentation, ils considèrent très souvent que ce n'est pas de la médecine, c'est autre chose, c'est de l'anthropotechnie, mais ce n'est pas de la médecine. Mais depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, on voit que chaque fois qu'on découvre un nouveau médicament ou plus encore une nouvelle biotechnologie,
eh bien, ce médicament ou cette biotechnologie peut être utilisée, bien sûr, à des fins thérapeutiques, c'est l'utilisation première, mais aussi à des fins d'augmentation des fonctions physiques ou mentales de l'être humain. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous donner deux exemples très brefs et précis. Dans le domaine du sport, l'érythropoïétine. Donc, l'érythropoïétine, vous connaissez tous cette hormone, augmente la concentration des globules rouges dans le sang. Elle a été synthétisée fin des années 90. On l'a d'abord utilisée à des fins thérapeutiques pour soigner des patients qui souffrent d'anémie rénale, mais on peut utiliser aussi cette même hormone, l'érythropoïétine ou EPO, chez des personnes normales ou chez des athlètes pour améliorer les fonctions physiques. On augmente la concentration des globules rouges dans le sang, l'hématocrite, et donc on va améliorer la performance. Et on pourrait multiplier les exemples aussi au niveau des fonctions cognitives, la ritaline ou rilatine que vous connaissez tous, qui peut être utilisée à des fins thérapeutiques ou à des fins d'augmentation. Mais tant qu'on reste à la pharmacologie, ce n'est pas très nouveau et ça ne semble pas extrêmement inquiétant dans la mesure où il n'y a pas d'effet à long terme. Mais quand on passe d'exemples liés à la pharmacologie à des exemples de biotechnologie, je vais en prendre un seul, on voit que ce qui est en jeu, c'est une transformation en profondeur de la structure de l'organisme humain, qui est en cours. Alors, je vais prendre un exemple, c'est celui du CRISPR-Cas9, donc c'est une nouvelle technologie qui a été découverte récemment, il y a 2-3 ans, par Jennifer Doudna et une Française, Elisabeth Charpentier. Et ces deux chercheuses ont découvert, en fait, dans une bactérie, une sorte d'outil biotechnologique naturel qui permettait de couper l'ADN viral. Donc, la bactérie est agressée par un virus. Le virus pénètre à l'intérieur de la bactérie et la bactérie se défend contre cet ADN viral en le coupant grâce à ce CRISPR-Cas9. Et en plus, la bactérie intègre les fragments d'ADN viral à son propre génome. C'est une sorte de protection, d'immunité en intégrant directement l'ADN viral à son propre génome. Et donc, évidemment, les deux chercheuses ont perçu l'intérêt de cette technologie comme outil pour couper et coller l'ADN, donc faire de la recombinaison de l'ADN, ce qu'on faisait déjà depuis les années 70, mais de façon peu efficace. Là, on a un outil extrêmement performant. Et depuis quelques années, les chercheurs l'utilisent pour modifier n'importe quelle cellule vivante, que ce soit une cellule végétale, une cellule animale ou une cellule humaine, y compris des embryons humains, le génome d'embryons humains. Donc ce n'est pas de la science-fiction, il y a déjà 2 équipes, une américaine et une chinoise, qui ont modifié génétiquement des embryons humains. À ce jour, on n'a pas encore réimplanté, bien sûr, ces embryons, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Et encore une fois, le mécanisme de cette augmentation ou de cette transformation, parce que le terme augmentation est déjà connoté, moi je préfère parler de transformation de l'être humain qui est plus neutre, c'est l'effacement des frontières entre thérapeutique et amélioratif. Le CRISPR-Cas9 sera d'abord utilisé à des fins thérapeutiques, et puis progressivement, on va passer du thérapeutique au amélioratif. Alors, je vais maintenant, je vous ai expliqué ce qui me semble être le mécanisme fondamental de cette transformation qui est en cours. Je vais prendre l'exemple, un des thèmes liés à l'augmentation et au transhumanisme, celui de l'amélioration des performances sportives, puisque un des thèmes de ce colloque, c'est le changement de paradigme. Et je pense que le paradigme qui est utilisé dans la répression du dopage ne fonctionne pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a eu un renouvellement de la question du dopage depuis une vingtaine d'années. La première raison, c'est, j'en ai parlé, l'émergence de cette nouvelle médecine qu'on peut appeler médecine d'augmentation, tout le thème de l'augmentation humaine et du transhumanisme. Et on peut considérer le sport de compétition comme un laboratoire de cette médecine d'augmentation. Et la deuxième raison, c'est la création en 99 de l'Agence mondiale antidopage,
suite à l'affaire Festina sur le Tour de France. Enfin, je ne me rappelle pas les détails, mais enfin, à l'époque, pratiquement tous les cyclistes du Tour de France prenaient de l'EPO, puisqu'on n'avait pas de moyens pour détecter l'EPO. Et donc Virang, Pantani, Ulrich et les autres, c'était la grande époque du dopage sur le Tour de France, prenaient ces produits. Et donc, il y a eu un problème avec l'affaire Festina, puisqu'on a arrêté à la douane entre la France et la Belgique Willy Wood, qui était une des personnes qui travaillait pour cette équipe Festina, avec quantité de médicaments qui, évidemment, n'étaient pas utilisés à des fins thérapeutiques. Et le docteur Conconi lui-même, qui avait été à la base de la découverte de l'EPO synthétique, l'avait utilisé bien sûr d'abord, le docteur Conconi qui dirigeait le laboratoire d'hématologie à l'université de Ferrara en Italie. Il donnait cette hormone à des patients, mais aussi à des athlètes, en particulier des athlètes italiens et évidemment des cyclistes, tout en étant par ailleurs membre du comité d'éthique du CIO italien. Et puis par la suite, c'est Michael Ferrari qui s'est occupé de Armstrong, dont je vais vous reparler dans quelques instants. Alors, j'ai parlé jusqu'à présent du transhumanisme, qui est une des philosophies possibles, mais il y a d'autres philosophies pour accompagner cette transformation de l'humain ou cette augmentation de l'humain. Et à l'opposé, dans le spectre des possibles, vous avez ce qu'on appelle la philosophie bioconservatrice, que je préfère appeler philosophie naturaliste, qui considère que la médecine doit s'arrêter aux thérapeutiques, qu'on ne peut pas utiliser la biomédecine à des fins non thérapeutiques, à des fins amélioratives. Ce serait de l'hubris, ce serait de la démesure. Et un des plus brillants défenseurs de cette philosophie naturaliste, qui est tout à fait respectable, simplement, à mon avis, elle ne fonctionne pas du tout dans le domaine du sport, dans les autres domaines d'ailleurs non plus de mon point de vue, mais on peut tout à fait défendre cette position. Et donc Michael Sandel était un des membres du comité américain de bioéthique, c'est un grand philosophe américain, et il a écrit ce petit volume de Case Against Perfection. Et voilà comment, dans cet ouvrage, il définit cette philosophie naturaliste, qui est une sorte d'éthique pour accompagner la médecine d'augmentation, enfin, pour éviter plutôt le développement de cette médecine d'augmentation. Le problème principal avec l'amélioration et l'ingénierie génétique, c'est qu'elle représente un type d'hyper-agentivité. Donc, si vous voulez, on est agent dans le monde, mais on l'est de façon trop prononcée. Une aspiration, donc il définit ce qu'est l'hyper-agentivité, une aspiration prométhéenne à refaire la nature, y compris la nature humaine, pour servir nos objectifs et satisfaire nos désirs. Ce que cette conduite de la maîtrise rate et peut-être même détruit, c'est une appréciation, et donc là on voit le cœur de cette philosophie naturaliste, ce que cette recherche de la maîtrise détruit, c'est une appréciation du caractère donné des pouvoirs et réalisations humaines. Le vrai problème avec les athlètes génétiquement modifiés, c'est qu'ils corrompent la compétition athlétique en tant qu'activité humaine qui honore la culture et la démonstration des talents naturels. Donc, c'est assez simple. Le philosophe naturaliste défend les talents naturels. Le philosophe bioconservateur, synonyme, défend les talents naturels. Il faut respecter ce que Dieu ou la nature nous a donné. Nous verrons que pour moi, cette éthique, on peut défendre cette éthique, moi je suis un pluraliste, mais dans le cadre du sport, je crois que le sport est devenu un des rares domaines où on défend toujours une sorte d'éthique aristocratique telle qu'elle avait été imaginée par Aristote dans l'Antiquité. Alors, bon, là, les personnes, il y a des personnes de tous les âges, donc peut-être certains d'entre vous reconnaissent cette course et l'homme qui lève la main à gauche sur l'écran. Est-ce que quelqu'un a une idée de... Voilà, Ben Johnson. Alors, quand je montre cette image à des étudiants qui ont 20 ans, personne ne reconnaît Ben Johnson, ce qui montre tout simplement que je vieillis, malgré cette médecine d'augmentation. Donc Ben Johnson qui
qui bat Carl Lewis, son grand rival américain, sur le fil. Et pour l'anecdote, on interviewe Ben Johnson après la course et on lui demande, mais Ben, fantastique cette course, félicitations, c'est une médaille d'or pour le Canada. Mais qu'est-ce qui est plus important pour toi? Le record du monde, parce qu'il avait aussi battu le record du monde en 9,80 ou quelque chose comme ça, du 100 mètres, ou est-ce que c'est la médaille d'or? Et Ben répond, la médaille d'or, bien sûr. Et le journaliste dit, mais pourquoi la médaille? Parce que ça, au moins, cette médaille d'or-là, personne ne pourra jamais me la reprendre. Évidemment, parce qu'un record du monde peut être battu, mais en fait, une médaille d'or, on l'a gagnée, et puis c'est en principe pour toujours. Au moins à l'époque. Vous connaissez la suite de l'histoire. 2 jours après, il est déclassé parce qu'on a identifié la présence de stanozolol, un stéroïde, dans son urine. Bon. Pour la petite histoire, sur les 8 participants à la finale, 6 des 8 ont été contrôlés positifs à un moment ou à un autre de leur activité sportive. Et donc, ce que je veux dire, c'est que l'Agence mondiale antidopage, en fait, même si ce n'est jamais signalé, défend une philosophie bioconservatrice ou naturaliste dans le domaine du sport. Sauf que ce n'est quasiment jamais dit, mais c'est ça, c'est tout simplement ça. Et moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'aime beaucoup le sport. Et quand j'étais jeune, je regardais Eddy Merckx à la télévision. C'est une de mes premières images sportives. C'est la victoire d'Eddy Merckx en 1969, le jour où Armstrong et Aldrin arrivent sur la Lune. Donc, je n'aurais pas de problème avec une éthique naturaliste dans le domaine du sport, sauf que ça ne fonctionne pas du tout. Et quand ça ne fonctionne pas du tout, il faut peut-être se demander pourquoi ça ne fonctionne pas, et peut-être changer de système, changer de paradigme. Alors, je vais essayer de vous convaincre que ça ne fonctionne pas du tout, et je pense que certains d'entre vous sont déjà convaincus, puisque la lutte contre la toxicomanie est largement en avance sur la lutte contre le dopage dans le sport. Donc, si on réfléchit aux valeurs en jeu, là, on peut se mettre d'accord. C'est l'équité sportive, concourir sur un pied d'égalité. La santé, évidemment, il ne faut pas mettre en jeu la santé des athlètes, pas trop. Et puis, bien sûr, l'intérêt du sport de compétition, il faut maintenir l'intérêt du sport de compétition. Et donc, il faut trouver une politique qui maximise l'équité sportive, minimise les risques pour la santé et maintienne l'intérêt du sport de compétition. Alors, pour moi, on peut considérer la politique de l'AMA depuis une vingtaine d'années comme une expérience sociétale de large échelle. Donc, l'objectif, c'était de supprimer le dopage. Et donc, on peut voir si, après 20 ans, ça a réussi ou pas. Si les objectifs sont atteints, donc maximiser l'équité sportive, minimiser les risques pour la santé. Alors, vous le pressentez, je considère que ça n'a pas du tout marché, que non seulement les 2 objectifs n'ont pas été atteints, mais qu'en plus, cette politique produit un certain nombre d'effets pervers. Donc je vais aller vite, comme il me reste peu de temps, je m'en excuse, mais tout d'abord l'équité sportive. Concourir sur un pied d'égalité, ça a l'air magnifique, mais le grand problème, c'est que l'AMA et les autorités sportives en général n'ont pas les moyens d'implémenter, de faire respecter leur politique de tolérance zéro. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on invente un nouveau test pour détecter un produit interdit, comme l'érythropoïétine, reprenons cet exemple-là, eh bien, les athlètes trouvent une autre stratégie, d'autres produits dopants, d'autres technologies, et continuent comme ça. Donc, à chaque fois, on change le produit, on change la technologie, on n'arrête jamais de se doper, ou très rarement. Donc, un seul exemple, le PO. Donc, je vous le disais, dans les années 1990, on ne pouvait pas le détecter, on ne pouvait pas détecter le PO. Et donc, tous les athlètes, ou pratiquement tous, prenaient de l'EPO pour augmenter leur hématocrite jusqu'à 50%, ce qui était la limite artificiellement imposée. Comme on ne pouvait pas détecter l'EPO, on avait, pour minimiser les risques pour la santé, imposé une limite de 50% pour l'hématocrite, ce qui fait que tous les athlètes prenaient de l'EPO et s'arrêtaient à 50% d'hématocrite. Ils avaient tous un hématocrite entre 49,5 et 50. Donc en 2000,
un laboratoire découvre, d'ailleurs on avait donné de l'argent à Conconi pour qu'il mette au point un test de détection de l'EPO. Un laboratoire découvre un test pour détecter l'EPO. Et donc qu'est-ce qui se passe avec Armstrong? Donc Armstrong, il gagne après 98 le tour qui avait été sali par l'affaire Festina. On avait annoncé le Tour de renouveau. Donc Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, avait annoncé le retour de la pureté, le renouveau du sport. Et donc pour fêter la création de l'AMA et ce renouveau du sport, Armstrong, qui avait eu un cancer des testicules, revient et gagne le premier Tour de France. Fantastique. Et Armstrong va gagner ainsi 7 Tours de France d'affilée entre 1999 et 2005. Et en 2000, on dit, le médecin d'Armstrong, Ferrari, le disciple de Conconi, lui dit « Mais Lance, on a un problème parce qu'ils ont un nouveau test. Mais ne t'inquiète pas, j'ai d'autres techniques. » Et ils en reviennent, donc changement de stratégie, à une ancienne technique qui était la transfusion sanguine. On prélève 500 ml de sang un mois avant le Tour de France, et avant l'étape de montagne, on réinjecte le sang à l'athlète. Et puis, il y a d'autres techniques. L'hormone de croissance, à l'époque, n'était pas contrôlable, des micro-injections de PO, etc., des nouvelles formes, de nouvelles générations de PO, de nouvelles molécules, parfois même des molécules expérimentales qui ne sont pas encore commercialisées. La même chose dans le baseball. Quand on a interdit le dopage dans le baseball, quand on a commencé à lancer les contrôles, eh bien, tous les athlètes ont changé de stratégie. Ce qui fait que Dwayne Chambers, qui est un athlète britannique qui a participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, donc c'est l'époque où on invente ce nouveau test, un peu naïvement se demande pourquoi il se fait battre par les athlètes américains, donc il part s'entraîner aux États-Unis dans l'équipe de Victor Conte. Victor Conte, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, c'est lui qui était à la base il était patron de Balco, et on a appelé ça l'affaire Balco parce que Victor Conte utilisait la firme Balco, qui était une firme de produits diététiques, pour en fait doper l'élite de l'athlétisme américain, notamment Marion Jones et Tim Montgomery, qui a battu le record du monde. Et Dwayne Chambers vient s'entraîner avec les athlètes de Victor Conte, et très rapidement, il comprit qu'en fait, le secret, c'est de se doper. Et d'ailleurs, Victor Conte lui dit « Il te trompe, Dwayne. Tu es un athlète très talentueux, mais tu ne concours pas sur un pied d'égalité. Pourquoi est-ce que tu ne concours pas sur un pied d'égalité? Parce que les autres athlètes prennent des produits dopants et pas toi. Le système permet aux athlètes de tricher. » Et Armstrong fait le même constat lorsqu'il était invité par Oprah Winfrey. Donc, Armstrong a commis l'erreur de revenir sur le Tour de France en 2007, alors qu'il avait la paix. Et puis, pour finir, suite à une enquête du FBI qui avait été clôturée, mais qui était reprise par l'USADA, donc l'agence antidopage américaine, on a fini par avoir Armstrong, non pas à cause de contrôle positif, mais parce que les autres athlètes, les anciens coéquipiers d'Armstrong, ont été contraints de témoigner pour déclarer qu'ils prenaient tous des produits dopants à l'US Postal. Et donc, Oprah Winfrey lui demande, donc c'est l'interview confession à l'américaine, est-ce que vous n'aviez pas le sentiment que vous trichiez en prenant ces substances interdites? Alors, alors on se dit tous, bon, il va répondre oui, il va pleurer, il va s'excuser auprès du peuple américain. Eh bien non, il réfléchit un peu, quelques secondes de silence, et puis dit, à l'époque, non. En fait, non, ce n'était pas vraiment de la triche, puisque la définition de la tricherie, c'est d'avoir un avantage sur son rival. Et je ne voyais pas de cette façon. Je le voyais comme comme concourir sur un pied d'égalité. Comme les autres athlètes, Ulrich et la bande, prenaient des produits dopants, prenaient le PO et d'autres produits, eh bien, c'était normal que moi aussi j'en prenne. C'est, encore une fois, le système qui n'était pas efficace, l'AMA qui n'était pas suffisamment efficace. Et c'est un problème chronique qui ne sera jamais résolu parce qu'il y aura toujours de nouvelles technologies possibles qui seront indétectables à un certain moment de l'histoire. Et Oprah Winfrey insiste,
Donc vous deviez toujours prendre des substances interdites, et Lenz répond oui, mais et je ne suis pas sûr que ça va être une réponse acceptable. Mais pour moi, prendre des produits dopants, prendre de l'EPO ou des poches de sang, c'était comme gonfler mes pneus, mettre de l'air dans mes pneus ou mettre de l'eau dans mes bouteilles, dans mes bidons. De mon point de vue, ça faisait partie du métier. Donc voilà pour la première valeur, respecter l'équité sportive, permettre aux athlètes de concourir sur un pied d'égalité. Le grand problème, c'est que l'AMA n'a pas les moyens de faire implémenter ces règles, de faire respecter les règles. Et donc, on voit bien que dans les faits, tous les athlètes, il y a toujours une proportion relativement importante, au moins 10 ou 20% des athlètes qui ont recours à ces produits dopants, ce qui fait que les athlètes ne concourent pas sur un pied d'égalité. Le deuxième problème, c'est les risques pour la santé. Alors, je vais être très rapide parce qu'il me reste peu de temps. Et là aussi, d'abord, il faut dire que le sport de compétition, au moins dans certaines disciplines, est très dangereux pour la santé. Le vélo, c'est très dangereux pour la santé. Le nombre de cyclistes qui sont morts de chute. Et puis, si on parle du football américain, on sait que ça provoque des encéphalopathies traumatiques chroniques. Le football aussi, vraisemblablement. Donc, la pratique du sport, la boxe, évidemment, personne n'a jamais interdit la boxe. Et pourtant, c'est très dangereux pour la santé. Donc, on accepte le risque lié à la pratique ordinaire du sport de compétition. En revanche, dès qu'il y a un léger risque lié au dopage, ça, c'est complètement tabou. Le dopage, c'est vraiment très dangereux pour la santé. Mais il y a très, très peu d'exemples. Ça existe, évidemment. Il y a eu des cas d'athlètes qui sont morts au dopage, mais on vient toujours avec les mêmes exemples de Simpson en 67, et on n'est pas sûr que le dopage soit l'unique cause de la mort de Simpson. Et il faut mettre donc la valeur, c'est minimiser les risques pour la santé, mais à ce moment-là, il faut comparer les risques liés à la prise de produits dopants dans la clandestinité avec, si on change de politique, et je ne dis pas qu'il faut changer de politique, mais on pourrait y réfléchir, avec les risques qui seraient liés à un dopage sous contrôle médical. Alors, il me reste encore 5 minutes. Par ailleurs, l'esprit sportif. Quand on lit le Code mondial antidopage, on dit, mais c'est asséné comme une vérité, le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Donc c'est typique de l'AMA et de l'autorité sportive. Ils ont la bonne réponse. Se doper, c'est sale, donc il faut la lutte contre le dopage, et là, tout va redevenir bien. Ça va être le renouveau du sport. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas vraiment beaucoup réfléchi avant. Enfin, il y a d'autres positions philosophiques possibles. Il y a des positions transhumanistes, il y a aussi des positions libérales. Et donc, on n'est pas obligé d'imposer une philosophie bioconservatrice au sport de compétition. On pourrait avoir d'autres arrière-fonds. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement bien, mais en l'occurrence, comme l'éthique bioconservatrice pose des problèmes importants puisque les objectifs de base ne sont pas respectés, et je vais vous le montrer, il y a toute une série d'effets pervers qui viennent se rajouter. Alors là, au niveau métaphysique, on vous dit le dopage est contraire à l'essence même de l'esprit sportif. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que le dopage fait partie de l'esprit sportif. Parce que l'essence du sport de compétition, quand on réfléchit un peu, c'est maximiser la performance. Je ne parle pas ici du sport loisir. Je ne parle pas du sport bien-être, je parle du sport de compétition. Tous les athlètes veulent gagner. Ils veulent tous la médaille d'or. Et donc, si vous voulez maximiser la performance, que faut-il? Il faut d'abord découvrir le meilleur athlète. Aller faire des tests génomiques pour voir ceux qui ont très jeunes les bons gènes dans leur discipline sportive. Ensuite, bien sûr, le meilleur encadrement sportif et le meilleur coach. Troisième étape, donner le meilleur équipement sportif extérieur au corps, les meilleures chaussures de course, la meilleure piste, le meilleur vélo, etc., des pédales look, etc. Il y a une amélioration aussi des technologies extérieures au corps du sportif. Et puis, la dernière étape dans cette logique de maximisation de la performance, c'est que le médecin se transforme en ingénieur biomédical et qu'il considère le corps de l'humain comme un peu comme une Ferrari. On va améliorer le moteur de la Ferrari humaine.
Donc maximiser le fonctionnement du corps grâce à la biomédecine. Alors, je ne dis pas que c'est nécessairement la bonne solution, mais certains aujourd'hui pensent que autoriser le dopage sous contrôle médical, ce serait peut-être une meilleure solution qu'interdire sans avoir les moyens de contrôler. Ainsi, Ben Kaiser, Alex Moron, Andy Mia, donc Ben Kaiser et Alex Moron est un bioéthicien, biologiste suisse. Ben Kaiser, en haut, est un physiologiste de l'Université de Genève qui a eu beaucoup de problèmes dans son université après avoir publié cet article. Et Andy Mia est un philosophe transhumaniste. Et voilà ce qu'ils affirment. Les athlètes d'élite sont constitués aussi par la connaissance scientifique. Avoir les meilleurs scientifiques ou les meilleurs médecins dans son équipe s'alignerait beaucoup plus aux valeurs de la compétition que de tout laisser au hasard, à un accès inégal à des pratiques illicites ou à l'intelligence du dopage à détecter. Alors, je termine rapidement par les effets pervers de la politique prohibitionniste actuelle. Donc, la menace à l'égard de la vie privée des athlètes, ils doivent être contrôlables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On peut aujourd'hui faire des prélèvements pendant la nuit. Donc, imaginez-vous, dans quel autre domaine professionnel accepterait-on cela? Deuxième effet pervers, la criminalisation et la diabolisation des athlètes. Les athlètes sont des héros, sont des stars, ils font la couverture des magazines. Et puis un jour, on découvre quelques nanogrammes d'une substance illicite et tout bascule. C'est arrivé avec Pantani, c'est arrivé avec Marion Jones. Et les athlètes, à ce moment-là, sont diabolisés. Troisième effet pervers, c'est la réécriture permanente de l'histoire du sport. Aujourd'hui, on n'est plus jamais assuré d'un palmarès sportif parce que on a 8 ans pour, si on découvre, on conserve évidemment les flacons, les fioles d'urine et de sang, et on peut contrôler quelques années après avec les nouvelles technologies. Et il y a une réécriture en permanence du palmarès du sport. C'est le cas avec le Tour de France avec Armstrong. Armstrong a été déclassé, donc ça peut sembler être une victoire pour les autorités sportives et l'AMA, mais en fait, ça ne l'est pas parce qu'il y a un blanc entre 1999 et 2005. Donc c'est comme s'il n'y avait pas eu de compétition. Alors de deux choses l'une, où l'AMA admet que tous les athlètes se dopaient à cette époque, soit il y en avait quelques-uns qui ne se dopaient pas, mais on est incapable de les identifier. Donc dans les deux cas, c'est une défaite massive pour l'AMA. Et un des effets pervers peut-être les plus nocifs, c'est le sentiment de suspicion généralisée à l'égard de toute performance. Dès qu'il y a une performance extraordinaire, eh bien, personne n'y croit ou on n'est pas sûr. Et Chris Froome, bien sûr, il a eu des problèmes avec un contrôle positif, même s'il était blanchi l'an dernier, mais déjà en 2015, les images ne sont pas très claires, mais il y avait régulièrement des articles dans Le Monde qui mettaient en doute les performances de Chris Froome en disant qu'il prenait certainement des produits dopants. Et sur la route, là, on voit l'homme à gauche est en train de lui cracher dessus. Et puis, sur l'image de droite, il y a un supporter, je ne sais pas de quelle nationalité, qui lui fait un bras d'honneur. Certains ont jeté de l'urine sur les coéquipiers de Froome. De la même façon, dès qu'on bat un record du monde, là, c'est une Éthiopienne qui a pulvérisé un record du monde du 1000 mètres. Moi, je regardais ça par hasard sur la RTBF, et directement, le journaliste a dit, quand elle a franchi la ligne, j'espère qu'on peut croire à cette performance. Elle avait à peine franchi la ligne, elle n'avait jamais été contrôlée positive, mais néanmoins, on mettait en doute sa performance. Donc, encore une fois, c'est la philosophie naturaliste qui domine, et très, très souvent aujourd'hui, cette philosophie naturaliste a tendance à se transformer en une religion naturaliste. C'est le cas, par exemple, de certaines autorités sportives. Par exemple Travis Steigart, qui a contribué à la chute de Lance Armstrong, qui est une sorte de prêtre de l'antidopage, considère qu'il faut encourager les coureurs à se confesser et à donner des détails sur leur pratique du dopage. Donc on doit encourager la confession. Et de ce point de vue-là, le dopage est devenu le péché dans le cadre d'une religion naturaliste du sport. Merci pour votre attention.